Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, merci pour ce petit mot d'introduction. Effectivement, on va aborder maintenant la partie impact agronomique lié au travail du sol, c'est-à-dire lié à la difficulté qui a été évoquée déjà de la transition liée à l'entretien du sol, à la gestion des adventices. Alors, premier point, quel changement et finalement quel risque ? Dans une phase de transition, donc on passe du désherbage chimique en général vers le désherbage mécanique. Et ce qui est en jeu, c'est clairement l'alimentation hydrique et minérale. L'accès à l'eau, l'accès à l'azote pour le développement de la plante. Ça, c'est le cœur du sujet. Et cette alimentation hydrique et minérale, elle est impactée par la présence de l'herbe, d'une part, parce que le désherbage mécanique, presque inévitablement, ce n'est pas parfait. Et puis, ce n'est pas durable dans le temps. Donc, d'une part, il reste quelques touffes d'herbe de ci, de là. D'autre part, ce qu'on a détruit finit par repousser régulièrement. Deuxième point, il y a un impact mécanique certain lié aux blessures engendrées par les outils, surtout dans une phase de conversion où vous avez beaucoup de racines, de radicelles superficielles qui sont impactées inévitablement par le passage des outils. Troisième plan, la minéralisation. En effet, quand on commence à travailler le sol près des souches, sur cette bande au pied des souches qui fait autour d'un tiers de la surface de la parcelle développée, on va jouer sur la manière dont la minéralisation se passe dans le sol. Donc tous ces effets combinés, en fait, présence de l'herbe, impact mécanique potentiellement au pied des souches et une minéralisation différente autour du pied de vigne, peut impacter l'alimentation hydrique et minérale et donc la formation des différents éléments pour le rendement, le poids des baies notamment. Alors l'impact sur le rendement, justement, on va y venir tout de suite avec cette diapo qui vous montre en base 100 par rapport à un témoin en fait qui serait le désherbage chimique, quelle est l'évolution des rendements pour différentes parcelles en désherbage mécanique. Alors faites pas attention tellement au cépage, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est de voir en fait qu'il y a des comportements différents. Je vous les mets toutes sur la diapo avec le témoin donc en violet. Donc ce témoin en violet permet de lisser en base 100 les effets justement millésimes et donc de ne voir que l'impact a priori lié au changement de pratique. Et sur ces parcelles-là, le seul changement de pratique mis en place, c'est vraiment l'entretien du sol. Donc c'est vrai qu'on fait un petit peu abstraction de la protection phytosanitaire qui est à part, mais donc on focalise vraiment sur l'impact du désherbage mécanique par rapport au désherbage chimique. Ce qu'on peut voir au travers de cette diapositive, c'est que les différentes parcelles suivies réagissent très différemment. Et donc il y a des cas qui peuvent faire un petit peu peur, comme le cas de la parcelle rouge. Vous voyez que après 2 ans de transition, vous avez une chute vraiment importante du rendement avant de revenir au niveau du témoin après quelques années supplémentaires. Donc c'est à la fois effrayant et rassurant dans la mesure où on voit qu'il y a des phénomènes de compensation, éventuellement de redistribution du réseau racinaire peut-être, qui permettent de revenir à des niveaux comparables aux témoins. Puis vous avez des situations peut-être plus rassurantes, où vous avez dans un premier temps une petite baisse, et puis après une oscillation autour des niveaux de rendement du témoin. Des fois, cette oscillation peut être beaucoup plus marquée. Alors là, on a peut-être un effet aussi d'irrégularité de la production liée au cépage qui peut expliquer ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un risque, il est réel. Par contre, ce risque, il n'est pas définitif et surtout, on va pouvoir maintenant s'intéresser aux causes et justement comment limiter ces impacts. Alors justement, quels sont les moyens d'atténuation des risques liés à la transition sur la gestion des adventices ? Comment limiter les risques ? Alors c'est déjà jouer sur la maîtrise technique. Ça a été beaucoup évoqué en introduction de cette conférence, la maîtrise technique, mais pas seulement, c'est aussi la connaissance des parcelles. La connaissance des parcelles, c'est savoir finalement où est-ce qu'on met les pieds avec les outils. Si je puis me permettre cette formulation, où est-ce qu'on met les pieds avec les outils, c'est fondamental en fait. C'est aussi faire attention à l'établissement du vignoble. Il y a un certain nombre de points auxquels on peut faire attention dans l'établissement du vignoble qui vont faciliter le travail des outils et donc limiter les difficultés d'usage avec les outils et donc faciliter la bonne réalisation des travaux et un désherbage efficace et donc moins d'impact. Et puis le dernier point, c'est la connaissance intrinsèque des outils, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec. La maîtrise technique, on va surtout parler des réglages, de stratégies, de mise en place en fait d'un plan ou de règles
à respecter pour ne pas se laisser dépasser. Connaissance des parcelles, c'est éventuellement faire quelques analyses de fausses pédologiques ou peut-être plus simplement avec un test bêche près des souches, savoir vraiment quelle est la répartition des racines. Est-ce qu'il y a un vrai risque en surface avec certains types d'outils d'arracher, de sectionner des racines. Sur l'établissement de vignoble, on va faire attention à ce style de configuration. Vous voyez un piquet de fort diamètre au milieu de deux souches qui crée une zone qui est très difficile d'accès pour tous les outils de désherbage mécanique. Dernier point, connaissance des outils. Là, il y a sur le marché aujourd'hui beaucoup d'outils très différents qu'on ne va pas forcément utiliser tous avec le même objectif à n'importe quel moment de l'année. Donc c'est pour ça qu'on va aborder maintenant dans la maîtrise technique les principes de base, les grandes règles. Alors, première grande règle, c'est l'anticipation. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va de soi dans une phase de conversion, puisqu'on est habitué avec les herbicides à un certain niveau de confort, à une organisation du travail bien réglée dans l'année, où on a fait pré plus post-levé, et puis tout va bien. Là, on doit faire preuve en fait, de beaucoup d'attention par rapport au développement des adventices, et donc surveiller, anticiper pour ne jamais intervenir quand il y a trop d'herbes. Ça, c'est un réflexe à acquérir qui n'est pas évident, puisque quand on va intervenir avec des outils de désherbage mécanique qui par nature sont plus lents que le désherbage chimique, on se dit, on ne veut pas y aller pour rien, on veut y aller quand ça vaut le coup. Bon, il faut dépasser ce raisonnement-là et se dire, avec les outils, il ne faut jamais être dans une situation de difficulté de réglage, de bourrage, quand il y a trop d'herbes, etc. Donc on va anticiper au maximum. Après, bien sûr, il y a les paramètres météo qui rentrent en ligne de compte pour le moment où on peut rentrer dans les sols, mais néanmoins, c'est le point fondamental. Derrière ce point fondamental vient la gestion des déplacements de terre. Tous les outils, quels qu'ils soient, même quand ils travaillent à plat, soi-disant, provoquent un déplacement de terre du cavaillon vers l'intérieur du rang. Dans la panoplie des outils, il y a aussi des outils qui permettent de renvoyer de la terre sous le cavaillon et donc en fait de conserver un cavaillon suffisamment formé pour ne pas avoir à creuser sans arrêt sous le cavaillon avec des outils de désherbage. On fait du désherbage, on n'est pas en train de creuser. Et si on veut travailler sur un cavaillon formé, il faut se donner les moyens, via la gestion des déplacements de terre, de conserver un cavaillon formé. D'où l'alternance des outils. Des fois, on va faire un simple binage, des fois, on va vouloir vraiment jouer sur le déplacement de terre pour envoyer de la terre. La notion aussi de favoriser la vitesse. Ça, c'est important, parce que certains outils, notamment en entretien, passer la période printanière où ça pousse très fort, où il y a une grosse difficulté de gestion, après, dans la phase d'entretien, il faut à tout prix favoriser la vitesse. Pourquoi ? Parce que la vitesse, avec des outils simples, ça perturbe plus l'état de surface du sol et ça participe à un meilleur désherbage, tout en passant aussi beaucoup moins de temps à la parcelle. Prendre en compte le reste de l'itinéraire technique, ça c'est important aussi. Il va falloir s'habituer à changer la manière dont on va poser les fils de palissage, par exemple, après la taille, pour qu'il ne soit pas en fait un obstacle à l'intervention des outils. Par exemple, il y a l'épamprage aussi, qui peut intervenir dans cette phase de transition et qu'il faut réapprendre à faire au bon moment. En termes de maîtrise technique, sur ces grands principes, on va appliquer aussi quelques règles de décision sur l'ensemble d'un cycle en fait. Pour moi, le désherbage des parcelles avec des outils de désherbage mécanique, c'est pas quelque chose de linéaire qui commencerait en mars et qui s'arrêterait en août. C'est quelque chose qu'on envisage sur un cycle de culture dès la sortie d'hiver et puis jusqu'au début de la saison suivante. Et ce qu'il faut bien comprendre et prendre en compte dans la décision des outils employés ou dans la décision des interventions, c'est que ces interventions ont toujours une conséquence sur la suite. Donc ce qu'on fait en fin de saison ou ce qu'on ne fait pas en fin de saison, on va en retrouver les conséquences en début de saison suivante, quel que soit l'hiver en fait, auquel on est confronté. Donc quelques règles, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il y a une intervention obligatoire, ça veut dire qu'il faut avoir ces points de vigilance en tête pour organiser son travail. Donc, dès la sortie d'hiver, quand les sarments sont sortis de la parcelle, quand ils sont broyés, on va faire une première intervention dès que l'état du sol le permet. Et dès que l'état du sol le permet, ce n'est pas forcément du désherbage à ce moment-là, mais c'est plutôt une intervention qui va permettre de créer un état du sol favorable à des interventions plus faciles au printemps. C'est-à-dire, dans le printemps, c'est vraiment la phase critique pendant laquelle il ne faut pas se louper. Et donc, dès que l'état du sol le permet à nouveau, répétition selon la croissance des adventices, mais
pas trop tard. C'est-à-dire quand on intervient sur des adventices qui ont déjà 15-20 cm et qui couvrent plus de 20% au sol, bah c'est là qu'on potentiellement on rentre dans des difficultés de réglage, mais aussi difficultés de bourrage, etc. Et où c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent. En période estivale, en général, on a des entretiens qui sont plus rapides, avec des outils plus simplifiés, j'y viendrai. Et puis autour de la récolte, donc en fonction du développement des adventices. Donc si tout est arrêté par les conditions climatiques, ce n'est pas nécessaire. Mais ça, c'est une option, on va dire. Et puis post-récolte, on peut avoir une intervention utile pour casser les levées automnales. Alors tout ça, c'est bien, mais avec quels outils on travaille? Alors, je vous donne 4 grandes catégories d'outils, pour simplifier, parce que là-dedans, on peut aller fouiller, on peut aller chercher tout ce qui existe sur le marché. Et là, les constructeurs sont assez imaginatifs, et parfois assez innovants, donc on a différentes déclinaisons de tout ça. Néanmoins, je vais essayer de classer tout ça par rapport au type d'action sur le sol et au type d'usage. Vous avez en premier en haut donc, les lames bineuses, donc elles sont là pour réaliser un travail superficiel, un éclatement de la terre, favorisé en général par la vitesse d'avancement. Alors sur pivot ou sur parallélogramme déformable pour l'effacement. En général, c'est rapide, mais ça a un impact limité en début de saison. Donc on va préférer utiliser ces outils pour l'entretien estival. Les houes rotatives. Alors les houes rotatives sont souvent présentées comme l'outil polyvalent et efficace par excellence. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. C'est-à-dire que on a des limitations d'usage liées je vais y arriver, à ces houes rotatives. Qui sont liées au fait qu'elles demandent plus d'énergie, plus de puissance, et puis que dans des terrains caillouteux, elles vont déplacer des cailloux, et elles vont s'user beaucoup plus vite, engendrer beaucoup plus de vibrations, donc potentiellement beaucoup plus de déréglage des outils, et de difficultés après de re-réglage, voire d'entretien, de maintenance. Attention aussi avec les houes rotatives à l'impact sur les vivaces, c'est-à-dire que si dans la phase de transition vers le désherbage mécanique, on a déjà des problèmes de vivaces sur les parcelles, c'est un problème qui va s'amplifier avec les houes rotatives, parce qu'on les découpe, on les dissémine, j'ai du mal ce matin, on les dissémine partout dans la parcelle, et donc ça c'est un vrai souci avec ce type d'outil. Les décavaillonneuses, en troisième position, donc là vous avez un outil qui a un profil assez agressif par rapport au réseau racinaire de la vigne, mais également par rapport au réseau racinaire des adventices qu'on cible. Donc ces outils qui sont très efficaces, qui ont une bonne durabilité d'action, mais qui sont à envisager seulement intégrés dans des stratégies où on forme un cavaillon et puis on le déchausse. Les choses sont des choses. Sans ça, en fait, on ne fait que creuser sous la ligne des souches et on se retrouve avec des problèmes de racines mises à l'air sur les pieds de vigne, voire carrément de blessures importantes sur les souches. Donc c'est un outil efficace, peut-être à réserver en début de saison dans une stratégie bien réfléchie, mais qui est efficace et qui est un peu lent par contre. Dernière catégorie, les outils passifs. Alors j'en ai présenté vous voyez peut-être les rotors Cress. L'intérêt de ce type d'outil, c'est de pouvoir être combiné avec d'autres outils, donc de dépasser un petit peu la limite d'usage des outils intercept qui est leur vraiment spécificité d'intervention. C'est-à-dire quand on sort les outils intercept, en général, on fait que ça et c'est très lent. Ça, c'est un vrai frein à l'utilisation des intercepts. Avec les outils passifs, on peut envisager de les combiner avec de la tonte, avec du rognage éventuellement. Déjà parce qu'on va pouvoir les utiliser rapidement, qu'il n'y a pratiquement aucun risque de blessure sur souche, et puis que le travail qui est réalisé, il est d'autant plus efficace qu'il est rapide, et il est simple. Il n'y a pas de système d'effacement dans les souches. On est vraiment sur la perturbation de l'état de surface du sol, alors sur un sol qui doit déjà être un petit peu travaillé, mais en entretien, c'est vraiment une bonne solution. Quelques petits détails sur les outils qu'on peut trouver qui permettent d'améliorer un petit peu le désherbage autour de la souche. Alors vous le voyez ici, le Curcep en position sortie, pour qu'on puisse le voir, petite pièce mobile derrière le soc qui travaille, pour venir taper quelque part dans la zone de terre non travaillée près du pied de vigne, cette zone de sécurité qu'on se laisse autour du pied pour ne pas le toucher. Donc le Curcep va avoir cette fonction d'accentuer le désherbage près de la souche. Donc quand ils sont disponibles sur les outils sous différentes formes, c'est pas toujours sous cette forme-là, ça permet d'accentuer le désherbage et d'éviter les accumulations, alors en général de graminées,
au pied des souches qui deviennent très difficiles à éliminer avec les outils classiques. Donc voilà pour un peu les grandes catégories d'outils. Maintenant, on va faire le lien entre les catégories d'outils et l'impact agronomique qu'on peut avoir en production pendant cette phase de transition. Alors, je vous ai mis pour simplifier une diapo qui résume en fait les rendements observés, poids de récolte par souche ici en ordonnée, pour deux types d'entretien sous le rang différents, avec alors, un entretien plutôt superficiel en rouge et un entretien fait avec des outils qui travaillent plutôt profondément, c'est-à-dire qui intègrent dans la stratégie en général le passage d'une décavaillonneuse, donc avec un profil un petit peu plus agressif et une profondeur de travail plus importante, en bleu. Et alors vous voyez que là encore heureusement rien n'est définitif, puisque si vous regardez le bout de la courbe, on a des choses qui se rejoignent. Par contre, en début de travail, en début de conversion, là visiblement on a impacté très sensiblement le rendement du fait du choix de l'outil. Donc attention, progressivité. Et là, je ne parle pas d'une moyenne sur les pieds, je dirais sur l'ensemble des pieds, prenant en compte des pieds qui auraient été arrachés, sectionnés. Non, c'est que des pieds vivants, bien portants, etc. Mais sur lesquels on a eu une action importante avec le type d'outil choisi. Donc j'en viens au réglage, puisqu'on a parlé de type d'outils, de profondeur de travail. Les réglages des outils, c'est aussi un élément déterminant de l'efficacité et de l'impact à la fois sur les adventices et potentiellement sur le réseau racinaire de la vigne. Donc on va travailler sur la profondeur de travail, sur la largeur travaillée, et puis après sur des réglages accessoires, mais qui définissent quand même l'action de l'outil auprès du pied de vigne, donc le parcep et la sensibilité. La vitesse, j'en ai déjà parlé. Alors si on regarde simplement la profondeur de travail, je ne vous fais pas tout le détail, on ne va pas le faire outil par outil, mais simplement il faut être conscient que c'est un paramètre qui a une importance capitale, puisque c'est un paramètre qui joue sur le volume de terre déplacé par l'outil, donc sur la résistance à l'avancement des outils, donc sur la facilité de réglage, sur la stabilité du châssis, l'ensemble châssis-tracteur, et sur la puissance demandée, même si en général ce ne sont pas des outils qui sont très gourmands intrinsèquement, ce qui fait la consommation des outils intercept au vignoble, en général c'est plutôt le temps passé. Donc tout ça, volume de terre déplacé, résistance à l'avancement des outils, c'est des paramètres qui vont jouer franchement sur la facilité d'usage de l'outil, la facilité de réglage et in fine donc sur l'efficacité de désherbage. Passer un petit peu de temps sur la largeur travaillée. La largeur de la bande travaillée aussi, c'est passer un peu de temps sur la compréhension, l'écartement qu'on donne à l'outil, le centrage qu'on souhaite conserver pour la précision de travail près des souches, puisque c'est quand même fondamental. On travaille vraiment sur le pied de vigne. Le moins on cherche le débattement possible autour de l'outil, finalement, plus on va avoir de réactivité. C'est ça qu'il faut comprendre. La maîtrise du débattement autour du pied de vigne, c'est la précision, la vitesse, la réactivité de l'outil, qu'il soit mécanique, hydraulique, électro-hydraulique. Moins on cherche à recroiser, plus l'outil va avoir de facilité à faire son job de désherbage et d'effacement autour du pied de vigne. Alors, dernier point de réglage, le réglage du parcep, donc suivi de sol en général. Alors bon, ça permet d'éviter les souches tordues. Vous voyez bien que si vous avez un pied de vigne qui part comme ça et que voilà, l'outil est là, le parcep est là, bon bah il y a très vite un problème. Donc on va définir une marge de sécurité, c'est-à-dire la tolérance de la zone non travaillée autour du pied de vigne. Donc dans une phase de transition, on va avoir tendance à être plutôt précautionneux, c'est-à-dire prendre une grande marge de sécurité, mais prendre une grande marge de sécurité, c'est laisser le champ en fait aux adventices de s'installer vraiment près du pied. Et donc d'accentuer la concurrence hydroazotée, d'avoir des impacts sur le rendement. Donc attention, c'est des paramètres qui peuvent être réglés assez finement. Il faut prendre le temps. Il y a un gain potentiellement quand même à prendre le temps sur ces paramètres. Et puis la sensibilité de l'antenne, du parcep, quand on a quelque chose d'électrique, d'électro-hydraulique ou d'hydraulique, on peut jouer sur ces paramètres pour passer notamment sans intervention manuelle sur des plantiers par exemple ou sur des complants. Quatrième paramètre, donc l'établissement du vignoble. Alors il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trop jouer, c'est-à-dire que
Dans une phase de transition, on a le vignoble qu'on a, hein, on ne remet pas tout en cause, mais vous avez ici l'exemple d'un vignoble qui a très bien supporté la transition des herbages chimiques vers le désherbage mécanique, et ici de vignes qui étaient un petit peu moins bien implantées, avec peut-être un réseau racinaire moins profond, des troncs aussi moins développés, donc une résistance mécanique moindre au passage des outils, et donc qui ont été plus impactés en fait lors de la transition. Un petit détail sur l'établissement du vignoble. Donc voilà, ici, genre de situation à éviter, sinon on en vient à utiliser la binette à la main, et c'est ça qui est gênant en fait, ou du moins qui est fatigant. Vous avez aussi toujours cette zone qui est difficile à désherber et qui reste un problème au bout de 1-2 années. Il y a des graminées qui peuvent vraiment se coller sur le pied de vigne et sur lesquels donc les outils ont beaucoup de mal à agir. Alors là, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est l'utilisation régulière des cursèpes ou de venir à la main, alors pas chaque année, mais tous les 2 ans, 3 ans éventuellement, éliminer les situations les plus marquées. Pour conclure, le désherbage mécanique sous le rang n'est pas une action neutre, et donc c'est vraiment quelque chose d'impactant dans une phase de conversion à l'agriculture biologique. Certaines parcelles s'y prêtent mieux que d'autres. Ça, c'est un paramètre fixe, mais il faut en être conscient. Donc, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds pour savoir de quelle manière on va pouvoir déployer la transition. Donc, le diagnostic initial, il est vachement important. Les réglages aussi le sont, et ça, il y a un apprentissage, hein, il n'y a pas de mystère. Tant qu'on n'a pas utilisé les outils, on ne se rend pas compte de tous les paramètres sur lesquels on peut jouer hein, pour améliorer les réglages. Et donc, toute cette maîtrise technique compte réellement pour maintenir la concurrence de l'herbe à un niveau acceptable. Et puis progressivement, vous avez vu que sur la fin de mes graphiques, tout arrive à rentrer dans l'ordre, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, je vous encourage aussi à lire cet ouvrage auquel j'ai collaboré, qui reprend une partie de ces thématiques en tout cas, et bien d'autres, notamment sur la fertilisation. Et voilà, je terminerai en vous remerciant pour votre attention. Le passionnant Christophe Gaviglio. Juste un mot sur ce travail, ces commandements, cette méthode est disponible auprès de l'Institut, mais sur le web ? Alors oui, il y a une partie des documents ou des diapositives présentées que vous retrouverez dans d'autres documents, donc sur le site internet de l'IFV, Vignevin. Alors il doit y avoir une rubrique documentation, et puis dans l'arborescence, vous trouverez documentation, entretien du sol, mécanisation, je pense que vous trouverez. L'Institut français de la vigne, du vin, à L'Isle-sur-Tarn. Merci Christophe. Peut-être des questions, des réactions ? Oui, monsieur. L'écartement sous le rang, le minimum. Oui. On a l'habitude de planter à 0,80. Est-ce que c'est pas trop étroit ? Alors effectivement, c'est un petit peu la limite inférieure. Voilà, c'est la limite basse pour pouvoir intervenir avec les outils Intercept. On est plutôt à 90 ou 1 mètre, à 0,9 ou 1 mètre pour laisser le temps en fait à l'outil de passer et de revenir, quoi. Après, il y a un petit détail technique. Si on a 1 minute pour cette question-là, dans les écartements faibles sur la ligne des souches, les outils qui travaillent sur parallélogramme déformable ont un petit avantage en fait pour venir dans les espacements faibles. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur un pivot, vous avez un mouvement d'essuie-glace et donc l'outil s'efface et le temps qu'il revienne, vous avez un triangle derrière la souche. Les outils qui sont sur parallélogramme déformable ont un effacement vraiment perpendiculaire au sens d'avancement et donc en général, avec des bons réglages, vous arrivez à revenir plus vite derrière le pied. Alors après, vous allez me dire, oui, vous avez le retour, vous avez toujours un croisement de l'action, mais sur les espacements faibles, et notamment entre piquet et souche, des fois, il n'y a même pas 40 cm, hein, suivant comment ça se présente, ça peut aider. Voilà. D'autres questions ? Madame. Bonjour. Bonjour. C'est une question qui s'adresse peut-être à tous les intervenants de ce matin. On parle de bio, mais on n'a pas parlé d'eau. Et j'ai eu l'occasion de visiter des vignobles à l'étranger. On va prendre juste le cas de la Californie, des vins chers, ok, peut-être avec un prix moyen de vente plus élevé. Ils ont des grandes rotatives qui sèchent, qui humidifient, qui brumisent. On a, là je reviens en France, 2 startups qui sont spécialisées dans l'arrosage. Pourquoi on ne parle pas de la gestion de l'eau et pourquoi on ne facilite pas ça, par exemple, pour certaines vignes ? Mais couper l'herbe sous le pied, on va en parler. Ah c'est l'occasion, couper l'herbe sous le pied, là vous êtes en plein dedans. Un peu plus tard, on va en parler. Peut-être un élément de réponse, Christophe.
Pas particulièrement. Alors, il y a quand même une interaction en fait de la gestion de l'eau avec le désherbage mécanique. Hein, c'est que on va favoriser quand même la croissance des adventices en permanence. Ceci dit, vous avez raison de soulever le problème. C'est une vraie question, la disponibilité de l'eau par rapport à ces thématiques de rendement et à ces thématiques de gestion du sol un peu plus complexes qu'en conventionnel. Alors par rapport à ça, il y a peut-être des solutions d'irrigation enterrées, donc qui ne seront pas touchées par les travaux du sol sous le rang, en tout cas, qui permettraient d'apporter un soutien. Après, voilà, il y a une réglementation quand même autour de l'alimentation en eau pour les productions AOP. C'est pas à moi de définir ça. Mais d'un point de vue strictement technique pour la régularité de la production, oui, vous avez raison. Juste pour préciser, donc désolé, je suis encore au fond de la salle, Nicolas il est là. Constant. Donc on sait que la problématique rendement est très complexe. Effectivement, bien évidemment, l'accès à l'eau, c'est un point fondamental. Bon, ce matin, on ne pouvait pas aborder tous les sujets, donc on a préféré focaliser sur des sujets qui étaient plus spécifiques bio, et on a considéré que l'apport d'eau ne l'était pas. Et c'est un sujet qui est abordé dans d'autres conférences régulièrement. Donc voilà, c'est un parti pris des organisateurs de ne pas apporter ce sujet. C'est pas qu'on le néglige, c'est qu'on pouvait pas, matériellement, on n'avait pas le temps de l'aborder. On en touchera un mot sur le final quand même de la conférence ce matin avec les vignerons du Gard, pour qui c'est important et qui voulaient justement souligner ce problème d'eau, d'arrosage et d'économie aussi. Merci à vous, merci Christophe Gaviglio de l'IFV.